disais que l'histoire du PCQ est une histoire très largement méconnue, qui n'a jamais été enseignée dans les écoles. Ça faisait partie de la guerre froide. Il ne fallait pas que les gens connaissent cette histoire-là. Même au sein de la gauche, c'est quelque chose qui est encore très largement méconnu, y compris au sein de nos propres rangs pour les plus jeunes. Une partie des raisons pour ça, c'est que le Parti communiste du Québec n'est plus la force qu'il a déjà été, mais c'est aussi que beaucoup de ses militants sont morts, ont disparu. Cette histoire-là non plus n'a pas été écrite. C'est resté dans la mémoire collective des gens qui étaient impliqués là-dedans, mais ça n'a pas été mis tellement sur papier. Il existe quelques livres, quelques documents à cet effet-là. On essaie de les numériser et de les rendre accessibles sur le site Internet du PCQ. En passant, j'en profite, je le répète continuellement, mais les camarades devraient aller sur le site du PCQ, notamment pour mieux connaître l'histoire du parti. Il y a une section juste sur l'histoire du parti et il y a des livres. Il y a un livre dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est les militants socialistes du Québec. En fait, c'est l'histoire du Parti communiste du Québec juste dans les années 70. C'est écrit par un des grands dirigeants et organisateurs du parti qui s'appelait Henri Gagnon, qui a quitté le parti en 1949, mais qui a continué à être très actif en tant que dirigeant syndical sur la scène politique et syndicale du Québec jusque dans les années 80. C'est une personne qui a continué à faire l'éducation populaire pour le socialisme, même 30-40 ans après avoir quitté le parti. Et ce livre-là a été publié dans les années 80. Il est discontinué, plus disponible. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu lis ça, même si ça fait 40 ans que lui a quitté le parti, il reste très élogieux face au Parti communiste, qui est quelque chose d'assez inhabituel. Parce qu'il reconnaît dans ce livre-là tout l'apport que le Parti communiste a eu, non seulement pour la gauche, mais pour l'ensemble du Québec. C'est un livre à lire, c'est un livre qu'on a numérisé et que vous pouvez imprimer à partir du site Internet. Peut-être un jour, on va le réimprimer aussi. Il est complètement discontinué. Et puis, il faisait partie des livres qui étaient dans la grange du livre hier. Si quelqu'un veut l'acheter en passant, je l'ai entre les mains à cause de la conférence, mais moi, j'en ai une copie à la maison. Si quelqu'un veut l'acheter, moi, je vous dis tout de suite. Combien? 10? Ah oui. C'est un 10 très bien investi. C'est un des meilleurs livres que vous pouvez trouver sur le marché. Il existe un deuxième livre. Et quand il existe, en fait, deux autres livres sur l'histoire du PCQ. Si c'est interrompu, alors discontinué. Pourquoi on ne peut pas le produire? OK. Il y a un ami du parti qui s'adonne à être le neveu de Henri Gagnon, avec qui on a discuté. Il habite à Québec. Et lui, il a parlé avec sa tante qui s'adonne à être la femme de Henri Gagnon. Henri Gagnon est mort. Sa femme est encore vivante. Elle nous a cédé les droits de reproduction de tous les livres d'Henri Gagnon, parce qu'Henri Gagnon n'a pas juste écrit ça, il a écrit comme 25 livres. Et ça, c'est des choses qu'on regarde dans le futur. Mais oui, on pourrait monétiser. C'est juste que ça coûte des sous aussi pour imprimer, mais c'est un excellent livre, à mon sens à moi, qui donne une perspective politique très, très bonne. Il y a un deuxième livre qui a été écrit par un bonhomme qui s'appelle Marcel Fournier, qui s'adonne à être aussi un ancien membre du PCQ, et qui, lui, a écrit un livre communiste et anticommuniste au Québec de 1920 à 1950. Ça, c'est moins factuel, il y a moins de faits, c'est plus comme au niveau de l'analyse et tout ça. C'est un complément de ça. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il critique ça. Parce que, non, mais c'est tous des anciens membres du parti, mais ils ont des points de vue des fois un petit peu différents. Mais ça sert de complément. Ça, c'est non disponible. C'est épuisé. Disponible sur Internet. C'est disponible sur Internet, par contre. Sur l'UQAC. Et c'est un livre qui était aussi à la librairie hier. Combien en vente, ça? C'est pas à moi. Combien? Celui-là, il est à moi. OK. Bon, mais il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Il y a un troisième livre qui est très, très dur à trouver. Il y a un camarade qui en a trouvé un. Yann l'a trouvé une copie de quelque part. Et je lui ai dit, très chanceux, garde-les. Ça s'appelle « Le droit de se taire ».
C'est écrit par Robert Comeau, qui est un professeur d'université à l'UQAM. Ça a été écrit il y a à peu près 10 ou 15 ans. Lui, il est beaucoup plus critique face au Parti communiste, notamment par rapport aux prises de position du parti sur la question de l'indépendance du Québec. Cela dit, c'est un autre complément très intéressant de l'histoire, très documenté. Et j'en profite pour dire aussi que Robert Comeau est un des membres du conseil d'administration de la Société Saint-Jean-Baptiste, dont le président va venir aujourd'hui. Le monde est petit. C'est un spécialiste de l'histoire du mouvement ouvrier et de la gauche québécoise. Et c'est un troisième livre qui est très intéressant, mais très difficile à trouver et non numérisé. Et on ne peut pas le numériser parce que ça appartient à une maison d'édition qui existe encore et on n'a pas les droits d'édition. Cela dit, puisqu'on parle du droit de se taire, Robert Comeau a écrit son livre sur le Parti communiste du Québec en disant le droit de se taire parce que le Parti communiste du Canada, mais plus particulièrement le Parti communiste du Québec, a vécu la majeure partie de son existence jusqu'à la fin des années 50 dans la clandestinité ou dans la semi-clandestinité. Alors c'est pour ça que Robert Comeau avait écrit son livre « Le droit de se taire » parce qu'au Québec, les communistes avaient juste le droit de se taire. C'est ironique, mais c'est en même temps pas mal vrai. Il y a beaucoup de monde qui ont peut-être entendu parler de la loi du cadenas. La loi du cadenas est une loi qui fut adoptée par le gouvernement provincial de Duplessis en 1937, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, ça a été un dictateur qui est resté assez longtemps là, grâce à l'Église catholique, entre autres, mais il est mort en 58, 59, je pense, Duplessis. 60? OK. La loi du cadenas fut déclarée anticonstitutionnelle à la fin des années 50. Qu'est-ce que disait la loi du cadenas? Elle disait qu'il était interdit de faire de la propagande militante. Tu pouvais être membre du Parti communiste, mais tu n'avais pas le droit de te réunir avec d'autres membres du Parti communiste pour parler de communisme. C'est clandestin. Si tu faisais ça, ils fermaient, ils mettaient des cadenas sur la porte des maisons où il y avait eu les réunions. C'est pour ça qu'on appelait ça la loi du cadenas. Tu pouvais être communiste, mais tu n'avais pas le droit de distribuer de la littérature communiste ou de la littérature subversive. Si tu faisais de la propagande ou tu étais pris à distribuer, tu pouvais être arrêté puis mis en prison. Le Parti communiste n'était pas véritablement interdit. Il a été interdit à de nombreuses reprises, mais il n'était pas formellement interdit, sauf que si tu faisais une activité associée au Parti communiste, tu pouvais être mis en prison. Si tu faisais une grève, les syndicats ont même dénoncé, en fait c'est eux qui ont amené la poursuite, je pense, devant les tribunaux. Si tu faisais une grève, ça pouvait être considéré comme de la propagande subversive. Si tu distribuais des tracts pour appeler à la grève. C'était beaucoup plus large que juste d'être communiste. N'importe quoi qui mettait en cause l'hégémonie du gouvernement du Duplessis, de l'Église et des patrons pouvait être considéré comme subversive et pouvait tomber sous... Parce qu'il ne disait pas que c'était interdit de distribuer de la propagande communiste. Il disait de la propagande subversive militante. Qu'est-ce que c'est de la propagande subversive militante? La définition peut être assez élastique. Le Parti communiste du Québec existe de manière formelle comme Parti du Québec depuis 1965. Je vais revenir tantôt plus tard pourquoi, mais avant ça s'appelait le Parti communiste du Canada. Et il y avait une section québécoise, mais il n'y avait pas une entité en tant que telle formelle. Le Parti communiste du Québec, comme entité organisationnelle séparée, existe depuis 1965. Ça a été mis en place avec l'accord de la direction du Parti communiste du Canada dans une tentative de vouloir corriger les erreurs du passé parce que les membres québécois n'étaient pas toujours le mieux traités à l'intérieur du Parti communiste du Canada. Et on ne leur reconnaissait pas nécessairement tous les droits, etc. Alors, ils ont donné une autonomie aux membres québécois du parti qui n'existait nulle part ailleurs.
Et le Parti communiste a été fondé comme ça, avec une très large autonomie. Autonomie organisationnelle au niveau des cotisations, au niveau de décider de la politique sur leur territoire, etc.